AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la santé mentale, c'est la thématique que vous avez choisie ce matin. On va en parler avec votre invité, Raphaël Panaille, qui est doctorante en psychologie et également psychologue clinicienne. Pourquoi cette thématique aujourd'hui, Muriel ? Mais parce que c'est une urgence criante. L'alerte est venue il y a quelques jours d'un sondage d'Opinionway sur la dégradation de la santé mentale des Français et en particulier de celle des salariés. Un salarié sur deux déclare être en détresse psychologique, un chiffre en hausse de 4 points depuis février 23. 70% attribuent ce mal-être à leur travail. 8 salariés sur 10 estiment que la politique de vie au travail n'est pas traitée comme une question stratégique par leur entreprise. Et ils regrettent notamment l'absence encore trop fréquente de référents vers qui se tourner. Alors le baromètre est sans appel. 32% des salariés sont sur le fil du burn-out. Et plus inquiétant encore, un quart des 2000 salariés interrogés indiquent qu'il y a beaucoup plus de tentatives de suicide dans leur organisation ou leur entreprise. Quant aux jeunes de moins de 29 ans, particulièrement vulnérables, ils ne sont pas épargnés. 55% estiment être en détresse psychologique, comme les plus de 60 ans qui éprouvent à 60% cette sensation. Un bond de 32% depuis seulement le début de l'année. Et ces chiffres, ne sont pas seulement que des statistiques, ils sont le reflet d'une souffrance réelle et palpable. Ils nous interpellent, nous obligent à reconnaître que la santé mentale n'est pas qu'une question de bien-être émotionnel, psychologique et social, comme on le dit souvent, mais qu'elle peut devenir une violence insidieuse pour ceux qui en subissent les effets. Problèmes de sommeil, fatigue chronique, difficultés de concentration, anxiété, retrait social, dépression, les répercussions sont profondes. Pourtant, les troubles de santé mentale restent encore trop méconnus et la stigmatisation qui les entoure reste un obstacle majeur à la reconnaissance. Trop de stéréotypes contribuent toujours à leur banalisation. Cette peur d'être jugé, mal compris, voire parfois étiqueté fou ou faible, la crainte des répercussions sur le travail et la vie sociale constitue un mur invisible mais infranchissable pour beaucoup. Un Français sur cinq fera une dépression au cours de sa vie. Donc, il est urgent de briser ces barrières et surtout de ne plus craindre de demander l'aide parce que prendre l'initiative de se faire accompagner, c'est un acte d'autonomisation, un pas vers la reprise de contrôle de sa vie. Et puis, c'est reconnaître que l'on est humain et qu'être humain, c'est aussi connaître et vivre des moments de fragilité. Exactement, un état des lieux inquiétant qu'on dresse avec votre invité, Raphaël Panaille, qui est psychologue clinicienne. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Raphaël. Alors, la santé mentale, ce terme dont on parle beaucoup, qui concerne un Français sur 5, mais qui est un peu un terme générique. Alors, on l'a dit, c'est un phénomène d'ampleur, mais ça recouvre quoi en réalité, la santé mentale ? Alors, on peut aisément diviser la santé mentale en 3 grandes catégories. La première, la santé mentale dite positive, qui recouvre le bien-être et l'épanouissement personnel. La seconde catégorie qui recouvre la détresse réactionnelle qui survient après un événement comme une séparation, un divorce ou un licenciement. Et la troisième grande catégorie qui recouvre les diagnostics psychiatriques lourds et chroniques. Alors, un Français sur 5, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est 10% de Français qui ont un diagnostic de dépression. C'est également 10% de Français qui ont un diagnostic de trouble anxieux. C'est 10% de Français qui déclarent durant l'année 2023 avoir eu des pensées suicidaires, c'est 25 morts par suicide par jour. C'est également 1% des Français qui ont un diagnostic de schizophrénie. C'est assez large, la santé mentale, et ça concerne tout le monde. Alors, c'est tellement large qu'on se demande pourquoi elle est autant stigmatisée, puisque c'est aussi large, donc les gens en parlent de plus en plus, les professionnels doivent recevoir de plus en plus de patients. Elle vient d'où cette stigmatisation ? C'est un constat social ou c'est les médias qui finalement portent des jugements ? Vous la voyez comment, cette stigmatisation ? Vous l'expliquez comment, pardon ? Alors, déjà, historiquement, la folie a souvent été représentée, que ce soit dans le cinéma ou à la littérature, par des personnages que l'on peut qualifier de dangereux, d'imprévisibles ou encore de violents. Je pense notamment au film de Scorsese qui s'appelle Shutter Island, ou encore Split, ou encore plus récemment la série Euphoria, ou dans la littérature avec Le Horla ou L'étranger de Camus. Il faut savoir qu'en réalité, une personne schizophrène, elle aura davantage de risques d'être victime de violences au cours de sa vie que d'en être l'auteur. C'est un peu une double punition, parce que d'une part, les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques ou psychiques ou de souffrances émotionnelles sont perçues comme
inaptes, voire inadaptés à la société, et d'autre part, soit les troubles psychiques sont minimisés, c'est-à-dire qu'il suffirait de décider d'aller mieux pour aller mieux. Dans les deux cas, ces deux réflexions reposent sur de fausses croyances. Alors la schizophrénie, on est un peu dans le spectre haut de la santé mentale, évidemment. Elle concerne pas tout le monde, vous l'avez dit, 1%, je crois. Oui, donc voilà, on est vraiment dans le spectre haut. Mais dans le milieu du travail, par exemple, en particulier, quand on a préparé cette conversation, vous m'avez dit, quand on a 30% de chances de moins d'être engagé après une hospitalisation dans un hôpital ou dans un service psychiatrique. Donc ça veut dire que le monde de l'entreprise aussi a une vision et une réalité de la santé mentale. Elle considère quoi? Que ça pourrait mettre en danger le bien-être des collaborateurs, de l'entreprise elle-même? Alors je pense que c'est une réflexion qui est pas propre au monde de l'entreprise, mais propre à notre monde. Notre démocratie a été fondée sur les principes des philosophes des Lumières, c'est-à-dire sur la raison. Était dépourvu de raison, et c'est-à-dire mis au banc de la société, exclut les femmes, les fous et les enfants. Et il subsiste encore aujourd'hui dans notre inconscient et dans notre imaginaire collectif des résidus de cette philosophie. Il faut savoir que c'est depuis 2019 que les adultes sous tutelle ont le droit de vote en France. Mmh. Oui, mais on n'est pas fou quand on est, soyons clairs, on n'est pas fou nos auditeurs. Quand on a un sentiment de détresse ou quand on rentre en dépression, ce n'est pas de la folie. Alors justement, comme ce n'est pas de la folie, il faut absolument consulter. Alors, les difficultés de consultation, quand on sait qu'il faut parfois 6 mois pour avoir un rendez-vous, quand on connaît la situation des hôpitaux publics aujourd'hui, comment fait-on quand on a un problème de santé mentale, quand on repère les signaux faibles de cette santé mentale? Qui va-t-on voir spontanément et de façon assez rapide quand on peut le faire? Alors, vous venez de le dire avec beaucoup de justesse. On identifie 2 éléments caractéristiques à cette problématique. Le premier, c'est la décision d'aller consulter. La psychiatrie et la santé mentale souffrent encore d'une certaine forme de stigmatisation ou de culpabilité de la part des personnes qui en souffrent. Et le deuxième point, qui est l'accessibilité aux soins. Vous n'êtes pas, comme vous l'avez dit, l'hôpital public traverse une crise sans précédent. Les services de psychiatrie sont saturés, sous tension. Et c'est assez problématique parce qu'il faut savoir que plus un individu est pris en charge tôt, c'est-à-dire lorsque les premiers symptômes apparaissent comme l'irritabilité ou encore les ruminations, l'anxiété, plus les risques de développer un trouble psychiatrique grave ou sévère sont réduits significativement. Alors je dirais aux auditeurs que la première chose qu'il faut faire, c'est en parler, c'est d'aller chercher ses ressources personnelles et extérieures. C'est-à-dire que quand on en parle, déjà, on sort de la solitude. C'est une première étape. Aller voir un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute? Dans un premier temps, oui. On peut aller voir un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute. Il faut savoir que... Oui, un professionnel de santé, bien entendu. Un professionnel de santé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'informations sur la santé mentale? C'est-à-dire que avant de faire cette démarche d'aller voir un praticien ou d'en parler même à son généraliste, on peut avoir l'envie de s'interroger, de rechercher les signaux faibles, de trouver une forme de littérature qui pourrait nous aider à comprendre mieux ce que l'on vit au moment précis où ça se déclare. Est-ce que vous avez le sentiment que cette littérature ou que cette information est accessible aujourd'hui? Alors oui, en fait, il y a des informations, encore faut-il pouvoir aller les chercher. Alors déjà, il y a de nombreux contenus informatifs sur les sites de la Haute Autorité de Santé ou sur Santé publique France. Je pense également au travail formidable réalisé par Psycom sur la compréhension et la déstigmatisation des troubles psy. Il y a aussi des associations de pères aidants comme Entraide ou Maison Perchée qu'on peut retrouver dans toute la France. Et il y a aussi pour les étudiants des formations en soins spécialisées dans la santé mentale. Voilà. Alors, est-ce qu'on est tous égaux devant la santé mentale? Est-ce qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes, par exemple? Les femmes dont on sait que la charge mentale est beaucoup plus élevée, est très élevée. Est-ce qu'il y a ces différences-là? Et est-ce qu'on peut soi-même évaluer son échelle de détresse ou son niveau de détresse? Alors, c'est beaucoup de réponses dans une question. Alors, oui, nous sommes tous égaux d'une certaine manière car nous sommes tous concernés directement ou indirectement. Et non, nous ne sommes pas tous égaux parce qu'effectivement, il y a des facteurs qui sont aggravants comme les violences intrafamiliales, les carences affectives et émotionnelles, la consommation de psychotropes et bien sûr la génétique. Oui, il y a aussi des différences statistiques en termes de répartition de diagnostics entre les hommes et les femmes. Il y aura davantage de femmes qui vont être diagnostiquées sur le spectre de la dépression, davantage de femmes qui vont avoir un trouble anxieux.
Ça s'explique notamment par des facteurs environnementaux comme les violences sexistes et sexuelles et les violences physiques, mais aussi par des facteurs hormonaux comme la dépression du postpartum ou la ménopause qui sont propres aux femmes. Il faut savoir que les femmes ont aussi davantage tendance à aller demander de l'aide et consulter un professionnel de santé mentale. Et cette demande se traduit notamment sur les chiffres du suicide. Par exemple, il y a davantage d'hommes qui meurent chaque année de suicide en France que de femmes. Parce qu'ils sont plus seuls, ils osent moins demander de l'aide. Oui, il y a une espèce de forme de honte encore qui demeure et qui subsiste autour de la santé mentale. Pour les hommes. Et est-ce qu'il y a des différences générationnelles entre les jeunes et les personnes âgées, par exemple? Alors, on sait que les jeunes et les personnes âgées sont par essence un type de population particulièrement vulnérable parce que de facto ils sont dépendants. Les enfants sont dépendants de leurs parents et les personnes âgées sont dépendants de leurs aidants. Alors il faut savoir que les troubles psy, 50% des troubles psy apparaissent avant l'âge de 14 ans et 70% des troubles psy avant l'âge de 25 ans. Alors c'est quand même une période de la vie dans laquelle il faut être particulièrement vigilant et attentif aux signes de détresse psychique et émotionnelle qui peuvent apparaître. C'est une phase décisive du développement et de la vie d'adulte. Et la génétique dans tout ça, c'est transmissible? Enfin, je veux dire, c'est dans notre ADN ou ça se transmet de génération en génération, la dépression, la schizophrénie Alors c'est transmissible, oui et non. Enfin, c'est un facteur déterminant, c'est-à-dire qu'effectivement, plus il y aura de personnes qui seraient atteintes d'un trouble de la dépression dans une famille, plus il y aura de risques qu'un individu ait une dépression, mais c'est pas automatique. Voilà. Alors, quel conseil vous donneriez, vous, en tant que praticienne? Vous recevez beaucoup de monde, beaucoup de patients sur ces sujets-là. Les conseils que vous donneriez à nos auditeurs qui se reconnaîtraient dans nos propos? Alors, on peut parler de ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire la qualité du sommeil qui permet la gestion du stress, mais encore de pratiquer du sport pour sécréter de l'endorphine et de la dopamine, avoir une qualité de vie la meilleure possible, avoir une vie sociale. Mais surtout, pour moi, ce qui reste le plus important, c'est de parler, c'est de sortir de la solitude, c'est de sortir de l'enfermement que crée la détresse. Et c'est pour moi ce qui est aujourd'hui le plus important, c'est de sortir de cette solitude et parler, que ce soit à un professionnel de santé ou à son entourage. Alors parler, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans toutes les violences que subissent les humains, les femmes, les hommes, les enfants. Le conseil est souvent le même. Ne restez pas dans cette souffrance solitaire. Et puis alors pour parler, je voudrais saluer l'initiative de la Fondation Pierre Deniker qui vient de lancer en France la plus grande plateforme mondiale de recueil de données sur la dépression. Ça s'appelle Compare Dépression. Et les chercheurs de cette cohorte sont très ambitieux parce qu'ils espèrent réunir plus de 50 000 patients et ils vont les suivre pendant 10 ans. Donc voilà, on aura peut-être des éléments de comparaison qui pourront nous permettre d'avancer davantage sur ces sujets. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation, Raphaël, et à très bientôt. Merci à vous, Raphaël Panaille. Je rappelle que vous êtes doctorante en psychologie et psychologue clinicienne. Merci à vous, Muriel. Merci, Jean-Marie. À dimanche. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Et puis on reste sur ce conseil. Si vous avez le moindre doute, parlez-en, c'est important. Il n'y a pas de honte à ne pas se sentir bien. On peut en parler à ses confidents, à ses proches, ou alors à un professionnel de la santé mentale. À bientôt, Muriel. À bientôt. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.